Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver cette semaine, comme toutes les semaines. Exactement. Moi, j'ai retrouvé mon énergie. Parce que c'est vrai que le dernier épisode qu'on a enregistré, j'étais pas très en forme. C'est vrai que t'étais un peu malade, ouais. Je sais pas, il y a une épidémie de grippe, là, apparemment, qui sévit. Ah, mais il y a une personne sur deux à qui je parle l'a attrapé, quoi. Ouais, c'est un truc de zinzin. D'ailleurs, on a eu plein de locataires qui répondaient pas cette semaine. Enfin, on a eu le locataire, la femme de ménage. Ouais. Et quand on les a eu au téléphone, ils étaient là. On revient des enfers, chiant. Ouais, c'est ça. Cette semaine, un petit épisode sur le dégraissage immobilier. En vrai, ça peut être une bonne idée. Nous, on a déjà fait du dégraissage immo. Mais de vous expliquer un petit peu la vision qu'il faut avoir. Et ça, je trouve c'est intéressant, surtout si quand vous êtes au début de votre parcours immo, c'est des clés que vous devez garder à un moment donné dans un coin de votre tête si vous voulez aller plus loin, plus vite. C'est vrai. Mais avant ça, les boom anecdotes, comme chaque épisode. Toi, tu veux aller sur France Travail, du coup? Ouais, alors France Travail, anciennement Pôle emploi. J'ai découvert un univers, parce que du coup, pour ceux qui le savent, on a arrêté nos jobs au 31-12 et on s'est inscrit quand même à Pôle emploi, histoire de récupérer un peu de trésor. Des 500 000 euros qu'on leur a filé les 5 dernières années, par exemple. Ouais, voilà. Et surtout éviter de taper dans notre trésor à nous sur les sociétés. Donc, j'ai pas les mots pour la manière dont c'est organisé. Enfin, c'est très français en fait. C'est bureaucratique, au possible. Donc, vous remplissez des questionnaires. En fait, après, vous avez un rendez-vous avec une dame qui remplit le questionnaire avec vous. Ensuite, vous avez rendez-vous avec encore une autre dame qui confirme le questionnaire avec vous. Et vous devez pointer. Voilà, vous devez, alors ils appellent ça actualiser. Et pour avoir du coup votre allocation chômage. Et vraiment, en fait, sur le principe, tu vois, genre, j'ai eu une sortie de contrat qui me permet d'avoir le chômage. C'est très agaçant de devoir se justifier sur les démarches qu'on a fait pour trouver un emploi, etc. Alors que, sachant que nous, on crée une société, donc en fait, il n'y a pas de recherche d'emploi. J'étais là, et j'ai dit à la dame, Madame, il n'y a pas de recherche d'emploi, mais elle m'a dit, oui, mais bon, voilà, il faut quand même démontrer à Pôle emploi que vous êtes actif, etc. J'étais là, bah, bonsoir, non. Du coup, vraiment, France Travail, c'est un concept. Vraiment un concept. Bah, surtout que c'est assez particulier parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui râlent sur France Travail, sur le chômage, sur le fait que ce soit quand même un pays où t'en bénéficies, sachant que il est quand même au final aujourd'hui moins sexy qu'il l'était il y a quelques années parce qu'il y a encore une dizaine d'années, tu pouvais avoir jusqu'à 3 ans de chômage, t'avais un taux de remplacement qui était plus élevé qu'aujourd'hui, t'avais des conditions qui étaient moins difficiles pour l'avoir, un truc tout bête, mais tu pouvais faire un abandon de poste pour être au chômage alors qu'aujourd'hui, soit avoir été licencié, faut avoir fait une rupture conventionnelle, ou alors faut avoir fait, comme ce que j'ai fait, une démission avec motif légitime. Enfin, c'est plus compliqué qu'avant et il y a des pays aujourd'hui où par exemple en Allemagne c'est plus simple d'avoir le chômage qu'en France. C'est simplement que là où par exemple la France est encore intéressante sur le chômage, ça va être sur les mécanismes de calcul et des taux qui te permettent d'en bénéficier. Un exemple tout bête, c'est par exemple au chômage, en Allemagne faut vraiment avoir travaillé, je crois, au moins 2 années ou 3 années complètes pour y avoir droit, alors que par exemple en France, on commence à recharger des droits à partir de 6 mois, de 8 mois, je pense, quelque chose comme ça. Moi j'ai une copine qui recharge ses droits tous les 6 mois. Ouais, tu vois, donc il y a du pour, il y a du contre. Après c'est précaire, hein, mais Après, faut pas oublier parce qu'il y a souvent ceux qui disent ceux qui bénéficient du chômage, etc. Moi, j'avais souvent le sujet avec mes anciens collègues de boulot qui forcément eux n'en avaient jamais bénéficié et trouvaient que le système était trop laxiste là-dessus. Faut pas oublier que c'est quand même quelque chose pour lequel vous cotisez sur le biais de votre travail. Moi, on m'aurait dit t'as pas droit au chômage, mais par contre, on te rend, je sais pas moi, 200, 300 euros tous les mois. C'est à peu près ce qu'on cotise en cotisation patronale pour le chômage. Finalement, ces 100, 200, 300 euros, je
les aurais mis de côté, j'en aurais fait autre chose et moi ça m'aurait bien allé aussi, quoi. Ben, c'est vrai que tu soulèves enfin, je sais pas, c'est pas un problème, mais en vrai, je suis quand même assez étonnée. Par exemple, moi, j'ai travaillé du coup pendant 7 ans, quasiment sans pause. Il y a juste entre deux jobs où j'avais fait une pause de 1 mois et demi, parce que j'ai besoin de me reposer. Mais sinon, ouais, depuis que j'ai 20 ans, bah, je travaille. Et en fait, là, l'allocation que je touche, bah, c'est la moitié de mon salaire, en fait. Que je Oui, touche. après, bon, ça c'est logique, tu veux dire, tu vas pas non plus Non, avoir un bien chômage sûr. à 5000 balles par mois. Parce que t'as pas les mêmes dépenses que quand Oui. tu travailles, etc. C'est vrai que franchement, là, depuis qu'on a arrêté, je crois que j'ai fait même pas 2 pleins d'essence. Là, j'ai même pas fini mon deuxième plein. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça qui font que, effectivement, ça coûte moins cher. Mais je me dis quand même, pour ce qu'on a cotisé, le retour sur cotisation, il est assez bas, tu vois. Moi, tu vois, moi je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Moi je le trouve ok. Ouais, mais parce que toi, t'as eu, en fait, toi, t'as été très bien payé dès le départ. Moi, j'ai été Oui. très progressive vu qu'au fait, au fur et à mesure, j'ai monté les échelons. Oui, mais du coup, c'est pas la faute du chômage, c'est la faute du fait que du coup tes patrons ne payaient pas assez au début. Tu vois, c'est un autre sujet. Ouais, mais bon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, honnêtement, sur le montant du chômage aujourd'hui, au contraire, et je le trouve presque des fois un petit peu trop élevé dans le sens que tu C'est vrai peux que te ça peut retrouver être dans... dissuasif du coup parce que quand tu restes avec des petites payes comme ça alors que t'as été Ouais. habitué au double, bah en fait t'es là. Ouais, c'est ça, c'est qu'au final, des fois, tu peux te retrouver sur des niveaux de chômage où t'es là en mode, bah vraiment... Il y en a, je pense, pourquoi avec je le rythme bosser, de quoi. vie, ils peuvent pas en fait. Hein, C'est quand t'as ça, trop de rythme de ou parce vie, que tu peux facilement te retrouver avec des gros frais pour aller travailler, et au final, le travail payant peu, tu te retrouves avec un écart. Non, moi, limite, ce que je trouve... Moi, ce qui me gêne, c'est pas tant l'accès au chômage, c'est plutôt le montant qui est trop important. Tu vois, honnêtement, si déjà, en général, ton chômage, ça va être à peu près 70% de ton ancien salaire, environ. Oui, c'est ça. C'est un peu beaucoup. Tu vois, ça serait 50%. Au moins, là, si tu retournes bosser en salarié, tu as une vraie différence. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ça serait plutôt là-dessus. Après, on en revient toujours, c'est que je trouve qu'en France, on compare trop facilement le chômage avec l'assistanat social, qui est quand même pas du tout pareil. C'est-à-dire que quand tu bénéficies de ton chômage, c'est quand même que tu as travaillé, donc tu as cotisé, donc tu récupères finalement un petit peu le biais de tes cotisations. Alors que le problème en France, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément d'allocations sociales qui peuvent aller à des gens qui n'ont pas cotisé en échange ou à l'inverse qui n'ont aucune obligation. Enfin, je veux dire, pour moi, faut pas mélanger les prestations de la CAF et le chômage. Pour moi, c'est quand même des choses qui sont différentes. Et en général, si tu bénéficies, souvent, moi, je vois, ouais, un tel, il bénéficie du chômage, machin, bah en fait, il bénéficie du chômage quand même qu'il a travaillé à un moment donné, tu vois. Ce qui n'est pas le cas des prestations de la CAF où tu peux très bien en bénéficier sans jamais avoir travaillé, sans jamais avoir cotisé au système. C'est vrai que après là aussi, ça me confirme que bah les cotisations sont trop élevées, tu vois. J'aurais replacé ce que j'ai cotisé pour mon chômage tout pendant les 7 ans. Peut-être que je m'en retrouverai un peu mieux aujourd'hui. Après, je dis ça, mais en fait, dans les autres pays, déjà, ça n'existe pas. Genre, est-ce que c'est une chance? Je sais pas d'avoir, du coup, être payé 1 an et demi pour nous, pour notre cas, pour développer une entreprise. Je pense quand même un petit peu, tu vois, il y a pas trop de pays qui le permettent. Donc voilà, c'est juste que je trouve que c'est très paradoxal comme fonctionnement et puis tu vois, pour moi par exemple un autre point auquel je pense et qui vient souvent du fait que effectivement je trouve que la situation financière des étudiants est aussi compliquée dans ce pays, c'est que typiquement quand t'es étudiant, tu vas prendre un emploi, tu vas du coup cotiser au chômage parce que bien évidemment tes cotisations te les rend jamais, et par contre tu n'es pas éligible au chômage. Parce qu'en fait, le fait d'être étudiant, donc être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, c'est exclusif du fait de pouvoir bénéficier de son chômage. Donc le problème, c'est que par exemple, je sais pas moi, t'es étudiant, tu termines ton année, je sais pas moi, en mai, tu travailles à temps plein de mai à septembre, donc tu vas travailler quoi, 4-5 mois, avec peut-être sur un format 35-40 heures par semaine. Tu vas cotiser, je sais pas moi, quelques milliers d'euros sur les mois pour le chômage. Quand t'arrives en septembre et que tu reprends la fac, on te dit ah non, toi t'as pas droit au chômage, t'es étudiant. Mais pourtant t'as cotisé. Ouais, bah France quoi. Exactement. Et du coup, moi, par exemple, à l'époque où j'étais étudiant et j'avais été dans ce cas de figure, parce que du coup, j'avais regardé les conditions, j'avais vu qu'effectivement, quand t'étais étudiant, bah, tu pouvais pas bénéficier de ton chômage. J'étais là, bah, en fait, vraiment, on me fait cotiser un droit auquel je peux pas bénéficier. Donc, entre guillemets, c'est injuste, tu vois. À ce moment-là, bah, rendez l'argent, quoi. Exactement. Enfin bon, voilà. Et sinon, au niveau du fonctionnement, bah, c'est très français, quoi. Genre, t'as quelqu'un qui t'appelle, l'appel doit durer 45 minutes, en fait, il en fait que 20. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, en fait, tu vois, j'ai eu 3 interlocuteurs différents.
Ah bah c'est une machine à déficit France Travail ça a jamais été efficace. Vache. Ils ont changé le nom pour faire genre ça sera plus efficace qu'avant, mais c'est exactement la même chose que l'ancienne Pôle emploi quoi. Tu peux pas avoir de rendez-vous, c'est que des mails. En fait, eux ils te fixent des rendez-vous, mais toi si tu veux un rendez-vous, c'est non. En fait, y a pas. Tu fais que par mail et le fonctionnement est vraiment particulier. Sachant que les personnes que t'as eues vont un peu plus travailler, parce que j'ai vu que le chômage était quand même en hausse. Là, il y a eu une des hausses de chômage les plus fortes en France depuis 10 ans. Du fait du ralentissement économique global. Ouais. Donc à mon avis, si tu fais des rendez-vous courts avec eux, ça va les arranger parce que je pense qu'ils doivent avoir pas mal de boulot. Peut-être. Deuxième boom anecdote, on a écouté un épisode cette semaine. De podcast, ouais. Fait de la veille. Oui, c'était un podcast IMO. Et le bonhomme qui était interviewé disait que pour lui... il a pas dit débile, mais je pense qu'il a dit que c'était un mauvais calcul de penser vivre sur son IMO à cash flow. Oui, en gros pour lui, on peut pas vivre tant qu'on a des crédits sur l'immobilier, on peut pas vivre de ses loyers. C'était plus ou moins ce qu'il disait. Et nous, on était là, pas contents parce que nous, c'est ce qu'on dit. Tu vois. Nous, c'est ce qu'on dit, c'est même ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, ouais. Et en fait, un peu plus loin dans l'épisode, en fait, effectivement, on a compris pourquoi est-ce qu'il disait ça. Pour le nombre de lots qu'il a, en valeur brute, il a le même nombre de lots que nous, mais en valeur brute, il a 2 fois ce qu'on a. C'est ça. C'est qu'en fait, grosso modo, pour faire simple, son IMO est beaucoup moins rentable que le nôtre. Donc, en fait, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que du coup, je pense qu'il a mal fait le tour de la question, dans le sens que c'est pas qu'on peut pas vivre de son cash flow quand on fait de l'investissement immobilier, c'est plutôt qu'en fait, c'est toujours pareil. Et ça, c'est chose qu'on a dit sur le podcast, c'est que votre cash flow dépend de votre rentabilité et que sur son parc, alors ça peut s'expliquer. Peut-être qu'il investit dans des zones qui sont plus chères que nous, peut-être qu'il fait plus d'immobilier patrimonial, peut-être qu'il fait que de l'appartement aussi. Nous, il y a une grosse partie de notre cash flow qui vient quand même des locaux commerciaux, des bureaux. Là, on a des taux de rentabilité qui sont très élevés. Enfin, il y a plusieurs points qui peuvent expliquer pourquoi il est moins rentable que nous, mais la réalité, c'est qu'en fait, cet investisseur-là avait à peu près 7 millions d'euros de patrimoine brut en immobilier pour 70 lots. Pour vous donner une comparaison, nous, on est environ à 3 millions d'euros de patrimoine brut pour aujourd'hui 60 50 lots, potentiellement 60 si une des OP sur lequel on est avance. Donc au final, en termes d'ordre de grandeur, on a quasiment le même nombre de lots pour un patrimoine brut qui est 2 fois inférieur. Grosso modo. En gros, faut se dire que si nous on était à 70 lots, on sera à 3,5 millions de patrimoine brut par rapport à la valeur de ce qu'on achète. Et potentiellement, ça il faut quand même se le dire, c'est que peu importe où vous êtes, je pense que votre loyer moyen sur votre lot est globalement le même. Nous, quand on calcule notre loyer moyen sur un lot, on est autour de 500 euros, ce qui est tout à fait logique parce qu'on va avoir des locaux commerciaux, on va être beaucoup plus que 500 euros, on peut être à plusieurs milliers d'euros sur un seul lot. Et à l'inverse, on peut très bien avoir un bureau qui va être loué peut-être 250, 300 euros par mois, où forcément on va être bien en dessous des 500 euros. Donc quand on fait notre loyer médian, moyen, ça revient à peu près au même, on doit être autour de 500 euros. Et le fait que du coup on ait acheté ces lots pour quasiment la moitié du montant brut que lui a acheté son patrimoine, fait qu'au final on aura les mêmes loyers en ayant 2 fois moins de prêts et du coup une rentabilité qui est peut-être pas 2 fois supérieure mais qui sera bien plus importante. Et en fait on en revient toujours à ce que j'explique sur le principe de la rentabilité. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours qu'il faut acheter au moins à 10% de renta? C'est que quand vous êtes à 7%, ça veut dire que sans faire d'apport, t'es au point mort, non? Alors, t'es en autofinancement de ton prêt, donc ça veut dire que ton loyer va couvrir ta mensualité de crédit. Quand tu vas passer autour de 8,5 de rentabilité, là tu vas avoir ton prêt qui est couvert par ton loyer, plus ton loyer va normalement te permettre de couvrir un peu les frais que tu peux avoir sur ton bien, l'assurance, la taxe foncière, les éventuels petits travaux, charges de copro que tu peux avoir à la charge du propriétaire. Et du coup, quand tu t'arrives à 10% tout rond, c'est là où tu commences à faire un petit cash flow. Donc, je sais pas, à 10% de renta, sur un bien que vous auriez acheté autour de 100 000 euros, vous allez être entre 100 et 200 euros de cash flow environ, dans les grandes ordres de grandeur. Ça rejoint aussi, par exemple, un autre mec que j'ai déjà vu qui parle beaucoup d'immobilier et d'investissement sur Instagram et qui lui dit que, pareil, le cash flow dans l'immobilier, faut pas trop l'escompter parce que c'est très compliqué à avoir et que grosso modo, faut avoir maximum 100 000, on a maximum 100 euros de cash flow pour 100 000 euros investis. Parce que là encore, je suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend, toujours pareil, ça dépend de votre taux de rentabilité. Effectivement, si on s'approche de 10%,
Je suis d'accord avec lui sur les chiffres. Mais la réalité, c'est que quand vous faites des très bonnes OP dans l'immobilier, et ça arrivera si vous en faites longtemps et que vous en faites de la bonne manière, c'est sûr, votre première OP, c'est pas là où vous allez faire un 15% de renta, faut pas se mentir. Mais nous, au fur et à mesure des années, on a réussi à faire des OP de plus en plus rentables parce que souvent, ta rentabilité, elle va se faire sur, tu trouves le bien, tu l'optimises et tu négocies le prix. Après, je trouve aussi que, par exemple, les biens très rentables, par exemple, là, j'ai en tête les bureaux pro parce qu'on vient d'en finir un. En fait, c'est aussi plus de travail, je trouve, que de trouver un bien à 8%, tu vois. Oui, mais ça, c'est de l'optimisation. C'est un peu comme celui qui va avoir un Airbnb. Forcément, celui qui a un Airbnb, bah, il va peut-être être entre 15, 20, peut-être 25% de taux de renta si son Airbnb marche très bien. Tu vois, ça dépend toujours, effectivement. Est-ce que tu veux faire le truc le plus full passif possible en mode on s'en occupe pas, ou au contraire, tu fais un bien où tu passes un peu plus de temps. Après, regarde, on a des locaux commerciaux où on est à plus de 15% de renta et au final, bah, à part trouver un locataire et faire le bail, il n'y a pas beaucoup plus de boulot à faire dessus. Donc ça, ça dépend vraiment du cas. Et effectivement, ben nous, étant donné qu'on a des lots où on va dire, je pense que si on fait la moyenne de notre rentabilité, je pense qu'on doit être plutôt à 13% de renta environ. Donc ça, forcément, en termes de cash flow, ça fait une différence de fou. Et c'est ce qui explique que par exemple, ben nous, on peut vivre du cash flow qu'on a sur notre parc immobilier, alors que par exemple l'investisseur dont on parle, dont on a écouté le podcast cette semaine, lui a 7 millions d'euros de patrimoine, il aura peut-être beaucoup moins de cash flow que nous. Après, lui, j'avais l'impression que c'était plus une stratégie patrimoniale, du coup, la manière dont il investissait, parce qu'aussi, par exemple, sur notre parc, on est les deux seuls associés, tu vois. Oui. Et lui, par contre, il a je sais pas combien de sociétés, et en gros, sur les 7 millions, tout lui revient pas en fait. Je pense que quand il parlait de 7 millions. Il parlait de 7 millions. Bon, autant pour moi alors. Okay. Non, je pense que ça c'était ce qu'il avait lui, ou en tout cas avec son associé principal. Okay. Mais c'est vrai que effectivement, et peut-être qu'il a une autre stratégie qui veut pas forcément dire qu'elle est moins rentable à la fin, parce qu'en réalité, c'est toujours pareil, ce qu'on appelle le TRI, ton taux de rendement interne sur une opération, tu le sais vraiment le jour où tu vends ton bien, le jour où l'opération est totalement finie. C'est là où tu vois combien t'as acheté, combien t'as encaissé de loyer, combien t'as revendu, combien t'as fait de plus-value, combien t'as eu de travaux, de charges pendant la durée de ton bien. Et c'est vrai que c'est là où sur l'immobilier patrimonial, potentiellement, tu peux des fois avoir des TRI qui vont être meilleurs que sur de l'immobilier de rendement. Et encore, j'aime pas trop opposer les deux parce que ça dépend vraiment du contexte et de la zone d'investissement. Mais c'est vrai que grosso modo, ça veut pas dire que lui gagnera moins d'argent que nous à la fin. Ça veut juste dire qu'effectivement, s'il a juste un taux de rendement plus faible sur son parc, il ne vit pas des loyers. Mais ça veut dire que peut-être à la fin, quand il vendra son parc immobilier, là pour le coup, il aura des plus-values plus importantes que peut-être que nous on aura sur notre parc, qui permettra de compenser. Mais pourquoi du coup nous on fait de l'immobilier de rendement? C'est parce que l'avantage c'est que l'immobilier de rendement, ça permet d'être sûr de son taux de rendement à l'instant T et de pouvoir en vivre. Et nous, c'était quand même l'objectif. On n'était pas là en mode, mais super, on aura des plus-values dans 20 ans. C'était pas l'objectif. Nous, on était là en mode, on veut du loyer tout de suite pour faire le max d'opérations, pouvoir faire le plus d'effets de levier possible et pouvoir à la fin quitter notre job. Ouais. Enfin, petit aparté. Peut-être mise au point. C'est ça. Alors, pas de questions d'élèves cette semaine. D'ailleurs, je pense que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Faudrait que je me les renote à chaque fois. Pourtant, on en a chaque semaine. Mais par contre, on a eu un call qui est intéressant, je pense, de vous en parler. C'est pas quelqu'un qui suit le podcast, etc. J'étais choc-barre. Ah, bon, il est sur notre planète déjà pour commencer. J'étais vraiment choc-barre. Et c'est quelqu'un de l'entourage de ma famille, donc moi je le connais depuis que j'ai genre 12 ans, tu vois. Ouais, donc là Et nous a dit, j'ai une petite question. Voilà. En gros, personne ne pouvait lui répondre à cette question-là. Il a consulté expert comptable, etc. Personne ne savait. Et franchement, on était choc-barre de la question qu'il nous a posée quand il nous a exposé sa situation. Complètement. Pourquoi on précise qu'il est de la famille? C'est parce que, enfin, c'est pas de la famille proche, mais parce qu'au moins cette personne existe vraiment. Et si vous voulez savoir, il est assez jeune, mais c'est ses parents qui nous ont sollicité. Donc bon, ça veut dire quand même que la situation est vraie, qu'on n'est pas sur un affabulateur, parce que quand je vais vous lâcher les chiffres, vous allez tous être tenez-vous bien à votre volant et mettez le pied sur le frein au cas où on ne voudrait pas qu'il y ait d'accident sur cette boum anecdote. Non, en gros, pour faire simple, en fait, il nous a contacté parce qu'il avait des questions sur les cryptos, plus ou moins des histoires de virements, etc. Donc on se dit ouais, on rend service. Oui, on s'est dit allez, on rend service, je prends un call avec lui, je me suis dit ça va durer 10 minutes et moi j'imaginais déjà le problème dans ma tête, j'étais quasiment sûr, effectivement, j'étais pas très loin de la vérité. Je me doutais qu'il voulait faire un virement depuis sa plateforme crypto vers sa banque et que sa banque bloquait. Je me suis dit, bon, ben voilà, je vais le renseigner, etc. Donc, effectivement, on commence à faire l'appel ensemble. C'est effectivement le problème qu'il me décrit.
Mais visiblement, sa banque, elle a vraiment l'air de énormément bloquer. Et au bout de 2-3 minutes, je lui pose la question, je lui dis, on parle de combien en termes d'ordre de grandeur? Parce que je voulais me donner une idée, je voulais savoir est-ce que sa banque, elle bloque pour 50 000, est-ce qu'elle bloque pour 100 000, est-ce qu'elle bloque pour 200 000 euros? Moi, c'était Moi, je grosso modo... m'attendais à 300 000, en fait, quand tu m'as appelé. Ouais, moi aussi. Pour moi, j'étais, il C'est a, à il a partir de fait là des que ça belles doit plus-values bloquer, ouais. sur le cycle crypto. Il veut ramener entre 100 et 300 000 euros à sa banque. Et là, vraiment, choc barre, il me dit, bah, en fait, j'ai voulu faire un virement de 4 millions, c'est pas passé. Pour rappel, le mec a 19 ans. Non, mais ça, alors nous, c'est la génération Gen Z, je crois, et eux, c'est les alphas ou je sais pas. Mais eux, ils sont encore plus perchés que nous, tu vois. C'est des zinzins. On n'a pas énorme, on a quoi? On doit avoir 8 ans d'écart, 7 ans d'écart, un truc comme ça. C'est en 2005 ou 2006. Ouais, entre 8 et 9 ans, ouais. Ouais. Ok. C'est ça, ouais, c'est plus Enfin, ou moins bref. ça. 19 ans le boug, il me dit qu'il veut faire un virement de 4 millions d'euros à sa banque et que forcément ça bloque. Ça bloque. Et moi tout de suite j'ai le warning qui me s'allume dans la tête, je me dis mais attends, si c'est 4 millions le virement, à mon avis ça doit pas être la totalité, et je me dis surtout mais il va se faire massacrer par par l'administration fiscale. Et effectivement on en parle un petit peu, et c'est vrai qu'à mon avis 4 millions, c'est un peu ce que je lui explique, c'est que je pense que pourtant il est dans une très grande banque française, mais même dans une très grande banque française, des virements qui proviennent aussi gros, qui proviennent d'une plateforme de crypto d'un particulier, ils doivent en avoir 50 sur la France entière par an. Donc forcément son conseil bancaire est en mode choc barre, je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Le service sécurité financière, ils étaient genre en mode alerte générale, tu vois. Il a pris un traquefin, il a wagon. Il nous faut les papiers, etc. Et en fait on fait le call ensemble, et à la fin des fins, je comprends que du coup 4 millions c'est forcément une petite partie de ce qu'il a réussi à générer. Donc déjà j'étais hyper impressionné, et que des fois quand des gens nous disent que nous on est des zinzins, faut voir qu'il y a des gens qui sont 1000 fois plus zinzins que nous, parce que faire les chiffres qu'il a fait à 19 ans sur le marché des cryptos, franchement c'est juste une dinguerie. Et d'ailleurs, forcément, derrière, il a des projets de création d'entreprise, de création de conseils là-dedans, parce qu'en fait, il s'y connaît super bien. Et du coup, moi, j'ai creusé un petit peu ce qu'il a fait. Il code des bots, non? Un truc comme ça. Ouais, il fait plein de choses. Il code. Alors, c'est pas des bots qui vont investir pour lui, mais c'est des bots qui vont lui donner des signaux. Il a trouvé Alors, ce que moi, j'aime pas trop fait, mais il a trouvé des petites cryptos qui ont fait des fois 900 cette année. Et déjà, moi, je me dis, mais quel zinzin il faut être pour tenir un x900 sur une crypto, parce que tu vois, moi par exemple, je sais pas, moi j'ai fait des x20 sur certaines cryptos, et quand tu fais un x20, tu prends déjà un peu de gain, et tu commences à te dire, ouais, écoute, j'ai fait x20, va peut-être falloir que je vende, tu vois. Et je me dis, comment tu fais pour tenir le x900? En mode, je sais pas, il y a un moment donné, je sais pas si t'as mis, disons, t'as mis 1000 euros. Déjà, t'as fait fois 500, t'es à 500 000 euros. Comment tu te dis, vas-y, je vends pas, je continue à tenir, et je vends finalement à 900 000, tu vois. Je veux dire, il faut avoir un niveau de mindset et de confiance dans ce que t'es en train de faire qui doit être, à des années-lumière, de même ce que l'investisseur moyen a, tu vois. Tu sais, je pense qu'une fois que tu dépasses certains chiffres, tu t'en fous, en fait, tu vois. Genre, t'es un peu en mode, bon. Non. Ouais, mais justement, en fait, le problème, c'est que tu peux te dire, c'est un peu toujours l'anecdote de celui qui avait mis 1000 euros en crypto, qui est monté à 1 million et qui est redescendu à 10 000. Il a vendu, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a réussi à tenir, parce qu'à un moment donné, tu te dis aussi, ok, je vendrai jamais, tu vois. Donc, quand ton truc, il monte à x900 et après il redescend, tu vois. Et lui, il a réussi à aller chercher ce multiple-là. C'était peut-être pas le plus haut de la crypto. Peut-être qu'elle avait encore fait x3 ou x4 derrière. Mais en tout cas, il a quand même tenu suffisamment longtemps pour vendre à un moment et encaisser une plus-value gigantesque. Et déjà, moi, je me dis, ok, c'est incroyable. Et du coup, on en discute là-dessus, et ce que je lui préconisais à la fin des fins, c'est quitter la France, l'expatriation, parce que le problème, c'est que d'un point de vue juridique, il est étudiant. Donc le problème, c'est que quand il va ramener ses 4 millions, tout le monde se dit, bon, il paye sa flat tax, ok, c'est très bien. C'est 30% d'impôts, en plus il va se prendre la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, il va être à peu près à 33% d'impôts, voire 37, parce que ils sont en train de voir s'ils changent pas la loi. Enfin, j'ai vu passer plusieurs news encore cette semaine sur le fameux projet de loi de finances pour 2025 qui est toujours pas réalisé. Ouais. Donc déjà, tu te dis, bon, t'as grosso modo les 2 tiers des pays dans le monde où t'es exo complet sur ta crypto, et le tiers restant, grosso modo, la France, on est un de ceux où on est le plus imposé. Non, mais ce qu'il faut préciser, c'est que le boug,
en plus d'avoir fait 4 millions de quelques, il avait l'air quand même de s'y piper un peu en fiscalité. Ouais, Et complètement. c'est maman derrière qui disait « Non, mais achète peut-être un appart, tu vois. » Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, derrière, t'avais les parents qui proposaient qu'il mette une partie de sa plus-value dans de l'immobilier, ce qui est une qui est bonne pas chose en bête, soi, hein, parce que son patrimoine aujourd'hui, c'est que de la crypto. Donc, à un moment donné, il Faut faut quand même qu'il diversifier, diversifie un minimum. Et la problématique, c'est qu'on en discute ensemble et que, du coup, pour revenir sur la fiscalité, la France, on est un des pays les plus taxés sur la crypto quand tous les autres pays du monde, bah, c'est beaucoup plus facile. Même des pays comme les États-Unis, potentiellement on va arriver à un point où tu seras exo complet, en tout cas pour l'instant sur les cryptos américaines, etc. Donc tu peux vraiment trouver des pays qui sont beaucoup mieux que la France. Tu veux rester en France parce que c'est normal, t'as ta famille, t'as tes amis qui sont ici, t'as pas forcément envie de déménager. Tu dis ok, je vais payer ma fiscalité. Le gros problème, c'est que lui, vu les montants, il risque la requalification en pro. Donc en fait, il risque de se ramasser en plus 50% de cotisation URSSAF sur ses gains, quoi. Donc moi j'ai été franc avec lui, je lui ai dit écoute, moi à ta place, je chercherai pas, je quitterai la France, quoi. Surtout que lui, l'avantage c'est qu'aujourd'hui son seul patrimoine c'est de la crypto, donc il a rien d'autre qui le rattache économiquement à la France. Il est étudiant quand même, je crois. Alors il est étudiant, c'est pour ça que pour l'instant il peut pas partir demain, tu vois, mais grosso modo il pourra partir dans 1 an et demi. Et quand il partira dans 1 an et demi, il peut aller dans plein de pays où ça sera très facile pour lui d'un point de vue démarche administrative de s'installer. Et en fait, il sortira ses plus-values là-bas, quoi. Parce que le problème, c'est que en plus d'avoir une fiscalité élevée, la France, on en vient à être dans un pays où on a de l'instabilité réglementaire. Et tout simplement le fait que aujourd'hui, vous faites des gros gains en crypto, vous pouvez venir vous faire requalifier en professionnel, on peut vous réclamer vos cotisations URSSAF dessus. Surtout que, effectivement, quand on regarde la loi, la logique, c'est un peu de se dire, oui, en fait, le professionnel, c'est celui qui pratique des opérations de manière quotidienne et de manière très importante, qui en gros passe ses journées sur les graphes. Ce qui est un peu logique, effectivement, tu passes tes journées dessus, ça veut dire que c'est ton activité professionnelle. Le problème, c'est que ils ont modifié la loi il y a 1 an et demi, où maintenant un des critères les plus importants à retenir, c'est en gros plus ou moins l'importance des fonds générés. Donc en gros, plus tu fais des gros chiffres, plus potentiellement tu peux te faire requalifier, peu importe que tu aies fait 1 ou 1000 opérations. Et le problème, c'est que lui, vu qu'il est étudiant, qu'il a pas d'autre activité, c'est sûr qu'ils vont venir le contrôler, c'est sûr qu'ils vont venir le redresser. Et le problème, c'est qu'on en arrive à un spectre moral qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des jeunes qui sont aujourd'hui capables de créer des business, de générer de l'investissement, de générer des chiffres qui sont incroyables, qui sont prêts à payer leurs impôts en France. Et le problème, c'est qu'on est dans un pays où on a tellement en permanence l'impression qu'on va se faire niquer que le seul moyen de s'en protéger, c'est de partir. Bonsoir, oui. Donc voilà, c'était juste le petit call, un des calls que j'ai fait cette semaine où vraiment je m'attendais pas à un des montants aussi importants. Et vraiment quand voilà, si jamais il y a un de nos auditeurs nous écoute et a fait des 7 ou 8 chiffres voire 9 chiffres en crypto, faut partir, quoi. Ouais. Parce que malheureusement en plus le problème, et ça on en parlait, c'est que OK, tu t'es requalifié en professionnel, le problème c'est qu'en fait tu peux pas décider d'être professionnel. En gros, c'est au moment du contrôle où ils vont décider si t'es investisseur particulier ou investisseur professionnel. Donc le problème, c'est que si t'es investisseur particulier, tu payeras ta flat tax à 30, 33 ou 37%. Si t'es professionnel, tu vas en plus te ramasser les cotisations d'URSSAF en même temps. Mais si t'étais vraiment professionnel, potentiellement tu pourrais faire un apport d'actifs à une société, donc potentiellement tu pourrais bénéficier d'un report d'imposition. Enfin, en gros, si tu pouvais choisir d'être professionnel, tu pourrais utiliser des mécanismes qui existent aujourd'hui dans la loi française et qui permettent, quand t'es en train de créer ta boîte et que tu fais des chiffres conséquents, de ne pas payer l'impôt tout de suite. Enfin, tu pourrais bénéficier de ces mécanismes-là. Et comme c'est l'État qui décide au moment de ton contrôle, en fait, t'es niqué dans tous les cas. Sachant que tu sais pas vraiment... Enfin, il y a des critères pour être qualifié en pro, mais en fait, tu sais pas s'ils vont l'appliquer ou pas. En soi, le fait d'avoir pris des positions récurrentes en vue d'une spéculation, ça peut être pro. Alors que le problème, c'est qu'une crypto, c'est pas tout à fait comme ça. Forcément, tu vas pas mettre toute ta thune sur une seule crypto. Oui. Tu vois, enfin, si tu voulais être juste particulier. Donc, en fait, c'est ultra pentu, quoi. Non, mais puis même, en plus, on en arrive à un point où, à l'époque je sais pas, grosso modo, les gens, ils ont commencé à spéculer en bourse à l'époque du Minitel, tu vois. À l'époque, tu devais passer toutes tes opérations à la mano, machin. Ouais. C'était assez facile de savoir si quelqu'un faisait des opérations de manière récurrente ou pas. Tu regardais son nombre d'opérations. Maintenant, à l'heure de la technologie, des outils d'investissement, voire des bots, tu peux très bien mettre en place des DCA qui vont être ultra
ultra précis, ultra automatisé, en mode tu passes une fois une journée dans ton année et puis le reste de ton année, t'as 10 000 opérations qui vont se faire sans toi. Donc est-ce que c'est considéré comme des activités récurrentes? En soi, tu peux très bien, je sais pas moi, travailler 80 heures semaine, jamais ouvrir ton wallet et t'as des milliers d'opérations qui se font en automatique dans l'année, tu vois. Donc en gros, est-ce que cette histoire de récurrence du nombre d'opérations, ça dépend des opérations que tu dois faire toi-même, qui justifieraient que c'est une activité professionnelle, ou simplement du fait que tu utilises des outils d'automatisation et qui au fait restent de l'investissement passif parce que t'as pas grand-chose à faire dessus, tu vois. En plus, on en arrive à un point où leurs règles finissent par être complètement désuètes par rapport à l'évolution de la technologie aujourd'hui. Du coup, toi, investisseur, tu sais plus quoi faire. Et très clairement, comme tu sais plus être taxé, malheureusement, en fait, il vaut mieux choisir d'être taxé ailleurs, quoi. Dans des pays où, au final, tu payeras 0 € d'impôt, et comme ça, au moins, tu sais que t'auras pas de problème, quoi. C'est vrai. Passons au sujet du jour. Parce qu'on parle, ça fait déjà 28 minutes. En plus, on était là, on n'a pas beaucoup d'anecdotes aujourd'hui, mais elles étaient intéressantes, il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis, j'ai récupéré mon énergie, donc, ça fait une grosse différence par rapport à l'épisode dernier. Dégraissage d'IMO. Déjà, à quel moment, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire des fois un dégraissage immobilier? Alors, il y a plusieurs cas. En fait, tu vois, pour se poser cette question, il faut se remettre sur pourquoi on investit dans l'immobilier. Alors, l'immobilier, c'est une bonne classe d'actifs. C'est une classe d'actifs où on peut faire beaucoup de rendement, c'est vrai. Pour moi, c'est pas la classe d'actifs la plus rentable. C'est en tout cas pas celle dans laquelle j'investis si on me donne 1 million. La différence de pourquoi nous on a fait beaucoup d'immobilier, de pourquoi est-ce qu'on recommande de faire de l'immobilier et pourquoi c'est un excellent vecteur d'enrichissement, c'est que vous pouvez faire de l'effet de levier. Donc vous pouvez aller voir la banque, solliciter un prêt bancaire et acheter plus ou moins de l'immobilier avec l'argent des autres, en soi l'argent de la banque. Ce que vous ne pouvez pas faire dans les autres classes d'actifs. Typiquement en crypto, vous pouvez pas voir les banques et demander un prêt. Enfin, vous pouvez toujours faire un prêt conso ou un prêt étudiant, etc. Mais je veux dire, vous pourrez pas faire un vrai prêt adossé à votre investissement crypto ou bourse comme vous pourrez le faire avec l'immobilier. Donc à partir de là, quand est-ce qu'il faut vendre son immobilier? Pour moi, potentiellement, quand déjà on a pas mal amorti son bien et que son effet de levier est plus aussi intéressant qu'aujourd'hui. Parce que ça, c'est typiquement notre cas. Il y a des investisseurs qui accumulent beaucoup de biens et au bout d'un moment, il faut quand même se poser la question de déjà ton équilibre en termes de patrimoine, tu vois. Donc en mode tes actifs, sur quoi, quelle est ta classe d'actifs la plus prépondérante? Si aujourd'hui ton patrimoine c'est 90 voire 95% d'immobilier, je parle de patrimoine net, mais voilà, à un moment donné, c'est peut-être intéressant de commencer à réinvestir là-dedans, ne serait-ce que pour des questions de sécurité du patrimoine et de diversification, aussi simple que ça. C'est vrai. Pour toi, c'est quoi les indicateurs qui indiqueraient que c'est le moment un petit peu de commencer à vendre? Quand c'est trop chiant. Ah, toi, c'est uniquement l'histoire de la gestion et des contraintes. Ouais, on l'a déjà fait en fait. Nous, c'était une des raisons sur le bien qu'on avait dégraissé, et je pense que le prochain, ça fait aussi partie des. Alors, je suis d'accord, il y a pas que cette raison-là, mais en fait, quand t'as trop de problèmes avec un bien, que en plus, du coup, le problème engendre rentabilité vraiment moyenne parce que vacances, parce que impayé, parce que machin. Pour moi, c'est que en fait, au bout d'un moment, faut pas forcer, il vaut mieux essayer de récupérer de la thune sur ce truc-là et essayer de mieux le replacer à un meilleur taux de rendement, tu vois. Alors, ce que t'en penses, mais... Alors, je suis d'accord là-dessus. Pour moi, on va dire qu'il y a quatre grands cas qui te permettent d'avoir un signal qu'il est le temps d'arbitrer ton parc IMO. C'est vrai que toi, t'étais sur, grosso modo, trop de gestion, trop de contraintes, voire trop de problèmes avec un bien. Je suis d'accord avec toi, si ce n'est sur le fait que sur la rentabilité en baisse, pas forcément, parce qu'en réalité, nous on l'a vu sur des biens sur lesquels on a eu pas mal de problèmes. Et par exemple, un des premiers immeubles qu'on a vendu suite à pas mal de problèmes qu'on avait eu. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont là depuis le début du podcast et qu'on avait raconté nos problèmes, nos épisodes, en tout cas sur les pires problèmes qu'on avait avec les locataires, c'était le mort dans un appartement. Ah, ça c'était qu'on avait eu sur cet immeuble-là. En réalité, les chiffres étaient quand même bons. On avait eu plus de 10% de rentabilité sur les loyers pendant toute la durée de détention du bien. Et au moment de la revente, on avait fait 50 000 € de plus-value. Alors bon, il y a eu quelques travaux, donc c'était pas 50 000 € net, mais on avait quand même fait, une rentabilité qui était très très bonne dessus. Par contre, je te rejoins sur le fait que typiquement, à un moment donné, quand vous commencez à avoir plusieurs biens,
il y a une question de gestion de votre temps qui devient importante et que forcément un bien qui vous prend trop de temps, et par exemple nous c'est un peu le cas. Bon, ça s'est calmé cette année, mais là par exemple cette année ça s'est calmé. On touche du bois. Non, mais je veux dire, un des immeubles qui nous posait le plus de problèmes qu'on a encore, par exemple sur l'année 2024, vraiment ça a été. On n'en a pas eu énormément. Non. Et en comparaison, on a eu des problèmes sur d'autres biens qu'on pensait ne pas avoir, ou en tout cas, on n'avait jamais eu de problème depuis. Donc, nous, ça s'est un peu rééquilibré cette année. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'au bout d'un moment, quand tu as trop de problèmes sur un bien, c'est aussi le signal qu'à un moment donné, il faut le vendre. Ça va te dégager du temps, dégager de la santé mentale et de l'énergie intellectuelle pour faire et réinvestir dans autre chose. C'est vrai, parce que du coup, comme tu dis, je pense qu'au bout d'un moment, même si le truc est rentable, et que t'as d'autres biens qui sont tout aussi rentables et qu'à celui-là, en fait, au bout d'un moment, même si ça rentre pas dans le coût de la rentabilité, ton temps, il est plus alloué à ce bien-là. En fait, tu te dis, pourquoi je me fais chier, tu vois. Autant le bazarder, replacer cet argent-là et repartir sur autre chose. Là aussi, du coup, ça montre l'importance de bien avoir, d'avoir potentiellement quand même une plus-value dessus. Je sais qu'il y a des biens qu'on n'avait pas vendus de suite parce que en fait on n'a pas une giga plus-value dessus, mais s'il y a plus-value et si en fait on sait qu'on peut retrouver autre chose à un meilleur rendement, autant le faire quoi. Par exemple, je trouve que vraiment, je parle de biens surtout d'habitation, parce qu'au final les bureaux c'est pas tant de temps que ça, je trouve. Oui. Alors là, t'as enchaîné sur deux autres signaux qui permettent d'indiquer que c'est le moment de vendre. Moi, dans les signaux un peu négatifs, j'en retiendrai un autre, en plus de trop de temps alloué à un bien et trop de problèmes. C'est une rentabilité en baisse. Ça n'a pas été notre cas, mais ça peut vous arriver. J'imagine surtout pour les biens qui peuvent être en copropriété. Ouais, j'allais dire les charges de copro. Vous pouvez avoir une trop grosse hausse de vos charges de copro qui viennent manger une partie de votre cash flow, voire des gros travaux dans la copropriété. Vous pouvez avoir une taxe foncière en hausse, et c'est vrai que ça, par exemple, nous on l'a vu sur certains de nos biens où vraiment on a des taxes foncières qui explosent, et en fait on se rend compte forcément qu'en termes de cash flow à la fin ça fait quand même une différence. Et vous pouvez aussi avoir des cas d'encadrement des loyers, donc peut-être un investissement qui tournait, vous aviez une bonne rentabilité, le fait que du jour au lendemain vous vous retrouviez avec un encadrement des loyers qui vous oblige à le baisser, ça vient en plus baisser votre rentabilité à l'instant T. C'est pas des cas que vous verrez tous les jours, mais c'est vrai que moi aussi, ça serait pour moi des signaux qui me forcera à vendre le bien et me dire, ok, mon cash alloué ou mon effet de levier alloué à cette opération, il peut être mieux réinvesti ailleurs. Dans maintenant les signaux un peu plus positifs du moment où c'est le moment de vendre un bien, il y a, comme tu l'as dit, c'est une plus-value potentielle sur un bien. Ouais. Qui pourrait justifier, parce que c'est toujours pareil. En fait, quand vous calculez votre rentabilité, souvent vous la calculez sur votre prix d'achat. Donc effectivement, ça c'est souvent un bon signe, un bon indicateur. On parlait justement en introduction de cet épisode du taux de rentabilité, etc. Vous achetez un bien, vous êtes à 10-12% de rentabilité. Ok, le monde est beau, vous détenez ce bien pendant quelques années, ce bien prend de la plus-value parce que la ville est dynamique, le quartier est dynamique, vous avez fait des travaux. Et en réalité, quand vous refaites votre taux de rentabilité actuel sur le bien, vous pouvez des fois être bien en dessous de 10%. En mode, je sais pas, moi le bien vous l'avez acheté 100 000, vous étiez à 10% de rentabilité. Si au bout de 3-4 ans, le bien il vaut 150 000, que votre loyer n'a pas augmenté, en réalité, vous êtes plus du tout vous êtes à 10% de rendement sur votre prix d'achat, mais plus sur votre prix actuel. Et là, vous vous dites que finalement, peut-être que ça vaut plus le coup de vendre le bien, d'encaisser la plus-value, sachant que vous aurez peut-être amorti un petit peu le capital, donc ça vous permettra de dégager pas mal de liquidités pour faire plus d'effets de levier dans des nouvelles opérations. Et qu'en plus, comme votre taux de rentabilité actuel est plus suffisamment intéressant, le fait de du coup vendre cette opération, ça permet de retourner sur d'autres opérations qui seront plus rentables et du coup de faire grossir votre parc. Et le dernier signal, celui qui est également positif sur le moment où c'est temps de vendre un bien, pour nous jusqu'à maintenant ça n'a pas été le cas, ça sera bientôt le cas parce qu'il y a un de nos appartements qu'on va vendre cette année, et c'est un petit peu dans cette optique-là, c'est de récupérer de la liquidité pour d'autres projets. Parce qu'à un moment donné, quand vous voulez faire plus gros, vous voulez faire plus, ou par exemple, comme nous, c'est notre cas, c'est qu'en fait, si aujourd'hui on veut emprunter, comme on n'a plus de CDI, ça va être plus compliqué, on va devoir faire plus d'apports sur des opérations, on va avoir besoin de plus de liquidité. Donc ça peut aussi être une des raisons, et notamment, nous, le bien qu'on va vendre cette année, c'est un bien où potentiellement on le revendrait entre 100 et 120 000 euros à peu près. Il nous reste une queue de crédit de 8 000 €
€ dessus à l'heure actuelle. Donc en fait, on va récupérer directement 90 000 € de cash. Il y aura peut-être un peu de fiscalité, mais bon, on a essayé à l'IS, ça va pas être non plus Le bout du monde, ouais. une fiscalité trop lourde. Et ça nous permettra d'avoir beaucoup de liquidités pour potentiellement derrière retourner sur un projet environ 200 000 €, et du coup doubler voire tripler le loyer qu'on avait à la base sur cet appartement. Je pense aussi, nous c'est pas notre cas, mais pour ceux qui fiscalement s'y retrouvent pas, tu sais, ceux qui sont taxés à l'IFI, ceux qui ont mal revenu foncier, je dirais. Voilà, aussi, ce que j'allais dire, qui ont mal optimisé leur investissement à l'entrée. Effectivement, pour moi, c'est aussi un signal de vente. Parce que toi, en consulte, t'en as souvent en fait des personnes qui en fait ont eu l'immobilier par héritage, etc. Ou c'est mamie qui a acheté, machin. Et en fait, à chaque fois, souvent tu conseilles quand même de revendre. En fait. Oui, parce qu'en fait, on en arrive, surtout quand c'est comme ça de l'immobilier d'héritage, ou alors ça peut être aussi des gens qui au début ont acheté un appartement pour leur résidence principale, qui ne pensaient pas en faire un investissement locatif, qui ont déménagé chez leur conjoint ou qui ont déménagé de leur zone géographique et qui ont finalement mis cet appartement en location. Et en fait, à la fin des fins, quand on calcule le taux de rendement sur le bien, en fait, on se rend compte que déjà la rentabilité elle est pas ouf, parce que quand on fait la rentabilité actuelle par rapport au prix et par rapport au loyer qui en est tiré, la rentabilité est pas bonne, et qu'en plus, si la fiscalité a pas été réfléchie, vous vous retrouvez en revenu foncier, vous êtes parfois taxé si vous avez des gros revenus à quasiment 50% voire plus de vos loyers que vous avez dessus, donc votre taux de rendement net d'impôt il est à 3%, quoi. Et là, franchement, ça vaut pas le coup. Vaut mieux revendre le bien, récupérer le maximum de cash et justement profiter pour faire de l'effet de levier dans une zone qui sera plus rentable et dans un véhicule fiscal qui sera beaucoup plus pertinent, comme du LMNP ou comme une SCI à l'IS. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour vendre de manière optimisée? Pour moi, il faut le réfléchir un an à l'avance. Ouais. Parce que tu vas voir, vaut mieux vendre sans locataire, sauf si c'est un bon locataire et que en fait vous avez un peu les deux cas. Soit quand vous vendez sans locataire et potentiellement si c'est un appartement bien placé ou que voilà quelqu'un peut décider de l'acheter pour en faire sa résidence principale. Soit si vous le vendez avec un locataire, vous allez vendre en fait un produit d'investissement pour un autre investisseur. Donc lui il va vouloir une bonne rentabilité. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que vous ayez bien optimisé votre bien et que par exemple vous ayez un loyer qui soit relativement cher. Donc pour moi c'est un peu la question, c'est que ça se réfléchit un an à l'avance en mode est-ce que mon investissement est très bien optimisé, auquel cas je vais le vendre en tant que produit d'investissement, donc je vais le vendre à un bon prix, un investisseur qui sera quand même rentable dessus sur son prix d'achat. Soit à ce moment-là il faut que je fasse en sorte de pas renouveler le bail de mon locataire et que je puisse de cette manière-là vendre l'appartement vide pour que éventuellement mon acheteur ça soit pas forcément un investisseur mais aussi quelqu'un qui veuille en faire sa résidence principale. Je pense aussi il faut quand même réfléchir un petit peu à la fiscalité. Parce que tu vois, ça peut être un critère quand même. Je pense qu'en un an, t'as le temps de quand même réagir sur la fiscalité. Alors, réagir oui et non, c'est surtout qu'en gros, tu vas voir quelle sera ta fiscalité qui s'appliquera à la vente de ton OP. Et c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que si par exemple tu te retrouves dans un cas où ta fiscalité sur la revente risque d'être trop lourde pour X ou Y raison, on pourra donner des exemples, mais grosso modo, si par exemple vous détenez un bien depuis moins de 5 ans, vous avez aucun abattement, vous allez être taxé à 36,2% de fiscalité sur la vente. Effectivement, en fonction de la plus-value que vous aviez, si jamais vous le vendiez pour engranger une plus-value, forcément le fait de payer quand même plus d'un tiers d'impôt sur votre plus-value, ça peut un petit peu vous décourager et vous dire finalement c'est peut-être pas cette année-ci que je dois le vendre, je dois peut-être le conserver encore 1 ou 2 ans, voire essayer d'attendre les 5 ans pour avoir le début des abattements pour durée de détention. On en a peut-être pas trop parlé, mais est-ce que du coup, tu l'as vite fait dit, mais il faut quand même avoir amorti un minimum le bien, non, pour le revendre? Oui et non, ça dépend. Alors, sauf si t'as une giga plus-value latente dessus. Si vraiment t'as fait une très bonne opération à l'achat et qu'en réalité t'as une grosse plus-value tout de suite, t'es pas obligé d'attendre d'avoir amorti du bien sur ton prêt. C'est sûr que c'est mieux. Ah mais quand t'as mis pas mal de capital, je trouve ça relou en fait de pas avoir au moins amorti tes frais de notaire, tu vois. Ouais, justement en fait tout dépend de ton prix. Encore une fois, effectivement comme tu dis, si t'as une toute petite plus-value latente, ça vaut pas le coup parce qu'en fait t'auras pas amorti, tu l'auras pas gardé assez longtemps pour amortir le fait d'avoir payé des frais de notaire. Maintenant, si tu le revends quasiment 2 fois ce que tu l'as payé, tu vas prendre un cas un peu extrême, au final t'en fous d'avoir payé 10% de frais de notaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ça, encore une fois, ça dépend du cas. Il y a des cas où ça sera pas vrai et des cas où ce le sera. Est-ce qu'on replace du coup ce capital? Je suppose que oui, à chaque fois.
À moins que quelqu'un veuille le dépenser, ce qui est pas le plus intelligent à faire, je pense. Ben, déjà, tu vas avoir plusieurs choses. En gros, quand tu vends, effectivement, tu récupères, tu récupères du cash. Tu vas avoir plusieurs solutions. Déjà, la première, c'est potentiellement si t'étais peut-être un peu faible en liquidité, Ouais, moi ça peut te permettre de remettre un peu de cash de côté, et de te dire bon ben voilà, demain en cas de coup dur, j'ai du cash de côté. T'as un Et BFR négatif, quoi. voilà, c'est ça, c'est qu'en gros, je vis un peu plus sereinement. T'as le deuxième cas, c'est je veux accélérer sur l'immobilier. Et le fait d'avoir retiré du cash, ça me permet de potentiellement avoir plus d'effets de levier pour faire des OP plus grosses. Ça, c'est une bonne idée. Ça va dépendre aussi de ton cas de figure, du nombre d'OP que tu as fait dans l'année, de si t'es très finançable ou pas auprès des banques. Là encore, ça dépend de pas mal de sujets, mais ça peut être une solution. Mm-hmm. L'autre cas qui peut être utile quand justement vous vendez un bien et vous retirez du cash, c'est d'aller chercher d'autres opportunités d'investissement dans d'autres classes d'actifs. Se diversifier du coup. Voilà, se diversifier. Typiquement par exemple des cryptos. Ouais. Où vous allez voir des taux de rendement qui vont être bien plus élevés que dans l'immobilier et où, comme vous pouvez pas utiliser d'effet de levier, ça vaut le coup une fois que vous avez fait de l'effet de levier dans l'immobilier, que vous êtes enfin constitué un patrimoine liquide assez conséquent, d'en profiter pour diversifier dans d'autres classes d'actifs. Après, vous pouvez le faire aussi en bourse, vous n'êtes pas obligé de le faire en crypto, mais ce qui est sûr, c'est que si vous investissez bien dans ces classes d'actifs-là, vous allez pouvoir avoir des taux de rendement qui vont être assez intéressants et ça aura en plus le mérite de rééquilibrer un peu votre patrimoine et que vous n'ayez pas uniquement de l'immobilier dans celui-ci, que vous ayez quand même du cash et des choses qui vont être un peu plus liquides que de l'immobilier. J'avais une cliente, quand je travaillais encore en cabinet, qui avait une tendance à, dès qu'elle avait de la thune, à tout remettre, genre sur des SCPI ou des private equity. Et ça, tu le recommandes ou pas? Parce que moi, je trouvais ça pas super pertinent. J'étais non, enfin, il y a eu des plus-values. Après, c'était via sa société. Oui. Du coup, en plus, il y avait l'imposition, tu sais, sur la plus-value latente. J'étais là, pourquoi faire? Il y a toujours, en fait, il y a toujours plusieurs cas de figure. C'est-à-dire, tu peux pas dire que forcément le private equity ou les SCPI c'est pas intéressant. Ça va dépendre du cas. Est-ce que, elle a vraiment elle a accès, par exemple, à une SCPI un peu privée ou un véhicule équivalent qui permet vraiment d'avoir des taux de rendement suffisamment intéressants que pour se permettre de mettre du cash directement dedans. Et pour du private equity, est-ce que c'est des fonds hyper chers avec plein de frais délivrés par un CGPI, ou est-ce que c'est du private equity vraiment en mode business angel, en mode j'ai juste trouvé une startup, je mets 50 000 balles sur la table et c'est moi qui qui négocie en direct avec la startup et qui potentiellement peut-être va faire un x10 si la startup explose dans 5 ans, tu vois. Du coup, non, c'était une boomeuse et elle donnait à Grisham. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah ouais, bon, ça vraiment c'est pas recommandé du tout. C'est même, je pense qu'il faut un petit peu éviter parce que en fait vous avez tiré du cash et vous allez finalement le mettre dans un endroit où vous aurez une rentabilité pourrie, vous allez ralasser la banque en termes de frais. C'est vrai que pour le cash qui partait là-bas, et on peut pas dire qu'elle avait pas de plus-value sur ses actifs, mais en fait le rapport plus-value plus cash à investir, vraiment j'étais là, on peut faire mieux, tu vois. Après, c'est mieux que d'avoir de l'argent qui dort, je suis d'accord, mais en fait, il vaut mieux faire ça que le claquer ou que de le mettre par exemple dans un investissement ou trop risqué où tu vas tout perdre. Faut mieux faire ça parce qu'à la fin des fins, tu pourras quand même récupérer ton capital, mais c'est sûr que quand on parle de rééquilibrer son patrimoine, en fait, aller mettre ça sur une poche où potentiellement tu vas rien gagner parce qu'en fait, c'est la banque qui va prendre tous les frais, ça n'a pas d'intérêt. Parce que vaut mieux que tu le laisses dans l'immobilier, c'est plus rentable. C'est vrai. Il y a également une autre chose qui est importante quand vous posez la question du réinvestissement, c'est la fiscalité. Ouais. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de revenus fonciers, d'IFI. Effectivement, si par exemple vous étiez assujetti à l'IFI, vous vendez un bien immobilier, vous ne l'êtes plus, ça vaut peut-être le coup de pas réinvestir dans l'immobilier, ou en tout cas pas sans effet de levier qui vous permettrait d'éviter l'IFI. Il faut mieux à ce moment-là effectivement que vous remettiez en financier. Ça vous permettra déjà de baisser un petit peu votre fiscalité du patrimoine. Est-ce que l'IFI c'est une mauvaise, c'est un indicateur d'une mauvaise répartition de tes actifs? Parce que ça veut dire que t'as quand même une grosse part immobilière, à moins que t'aies vraiment la même chose en placement. Ça m'étonne quand même. Oui et non, c'est que moi en tout cas c'est ce que j'ai vu quand j'étais banquier d'affaires. Honnêtement, 80% des clients qui payaient l'IFI, c'était surtout à cause de leur résidence principale, c'est parce qu'ils avaient une maison qui valait 1 million.
Donc forcément, en gros, l'IFI, t'es assujetti quand ton patrimoine brut, il dépasse 1,3 million. Ouais, Donc, si ta maison vaut 1 million, bah, forcément, ça laisse pas beaucoup de marge pour de l'immobilier locatif parce que, bah, si tu le détiens depuis quand même pas mal d'années, il s'est un petit peu amorti ou il a pris un peu de plus-value. Là, pour moi, la majorité des gens qui payent l'IFI, c'est qu'ils ont, une grosse RP. Donc, pour moi, c'est pas forcément un indicateur que t'as beaucoup de patrimoine immobilier parce que tu peux très bien avoir une RP qui vaut 2 millions et c'est ton seul patrimoine immo et tu payes l'IFI du coup, tu vois. Ou alors à l'inverse, effectivement, tu peux payer l'IFI parce que bah t'as, je sais pas moi, des dizaines et des dizaines de lots immobiliers. Là, ça vaut peut-être le coup de commencer à vendre un peu ceux qui sont trop ceux qui ont commencé à être trop amortis par exemple et de justement repartir sur des nouveaux financements, justement sur des biens où tu auras suffisamment de dettes en face que pour ne pas être assujetti sur l'IFI sur celui-là. Parce qu'encore une fois, l'IFI, c'est un impôt sur ton patrimoine immobilier net. Donc, par exemple, nous, tu vois, par exemple, dans notre cas, par rapport au montant total de notre patrimoine brut, on est très loin de payer l'IFI. Et quand on commencera à se rapprocher de payer l'IFI, ça voudra dire qu'il sera déjà parti de toute façon. Non, mais c'est surtout que si c'est le cas, ça voudra dire qu'il faudra qu'on commence à sérieusement vendre des biens parce qu'il y en a qui seront très amortis par rapport au financement initial qu'on aura fait. Ce qui sera bon signe. Exactement. Pareil, j'ai un pote, lui, il a eu plein de donations de sa grand-mère. Et en fait, c'est con parce qu'au niveau des durées de détention, au final, ça vaut peut-être le coup de les vendre, tu sais, quand t'es en revenu foncier directement. T'as les abattements et franchement, vaut mieux ça que à moins de passer sur une société à l'IS ou quoi. Oui. C'est quand même pertinent, je pense. Une fois que t'as dépassé les premières années là de détention, franchement, vendez. Hein. C'est ça. Il y a d'autres choses, par exemple, qui peuvent être aussi intéressantes. Si par exemple tu veux réinvestir en immobilier, c'est peut-être diversifier un petit peu tes modes d'investissement. Alors, moi par exemple, je suis pas trop fan de partir dans les trucs vraiment alternatifs, je sais pas, acheter des péniches, acheter des châteaux, ou acheter des trucs qui sont... Pour ceux qui aiment bien la courte durée, pourquoi pas. Hein. Ouais, après... mais même, tu vois, par exemple, ça avait fait un peu de pub sur Instagram à un moment donné, tu pouvais acheter des concepts de comment ils appelaient ça, des homeboats, tu sais, c'était des sortes de maisons, bateaux sur des lacs en Airbnb. C'est sur Christopher Wangen sur Instagram, il te souviens pas qu'il en avait. Et moi par exemple, ça j'irais pas là-dedans parce que le problème c'est qu'en fait on sait pas comment ça va vieillir en termes d'investissement. C'est-à-dire qu'on sait pas si les mecs qui les construisent, ok, ça tient 5 ans, mais est-ce que ça va tenir 20 ans? Est-ce que dans 20 ans, ça sera toujours intéressant que des gens auront envie d'aller passer une nuit là-dedans, tu vois? À moins que tu t'y connaisses, en fait. Est-ce que la réglementation va pas, encore une fois, les interdire parce qu'ils vont estimer que d'un point de vue de l'écologie... Ne jamais sous-estimer l'État. Exactement. Tu vois, moi, c'est pour ça que moi, les trucs trop alternatifs, j'aime pas. Et je m'en méfie de manière générale dans l'immobilier. Vaut mieux faire ce qui marche et en gros vaut mieux faire ce que l'État ne pourra jamais complètement interdire ou trop réglementer, par exemple le résidentiel ou le commercial, et éviter un peu les trucs trop alternatifs. Mais typiquement vous aviez votre parc immobilier, vous faisiez que du résidentiel, ça vaut le coup quand vous réinvestissez pour vous diversifier un peu de commencer à faire un petit peu de commercial. Ça peut améliorer votre rendement. Quand on parlait tout à l'heure d'avoir des biens où on avait trop de problèmes, nous c'est un petit peu ce qu'on a fait aussi. C'est une des raisons qui a fait qu'on a commencé à investir dans les locaux commerciaux et les locaux professionnels. C'est qu'en fait on avait eu tellement de problèmes sur les appartes qu'on voulait quand même faire de l'immobilier, mais on était là. En fait, comment on fait pour faire de l'immobilier sans avoir à gérer des locataires? Et on s'est dit en fait si t'investis dans le commercial ou dans le professionnel, t'auras pas de locataires. Enfin en tout cas t'auras pas les mêmes locataires parce que là t'auras des gens qui travaillent. Et effectivement, ça se passe beaucoup mieux. On a quand même eu beaucoup moins de problèmes sur le commercial que sur le résidentiel. Oui, et puis le peu de problèmes qu'on a eu, je trouve que ça se règle un peu plus facilement que l'habitation. C'est moins émotionnel, je sais pas comment dire. Oui, complètement. Après, il y a aussi peut-être investir à l'étranger. Ça, on en reparlera dans un autre épisode. Alors, nous, c'est pas notre cas. C'est pas notre cas pour l'instant, mais c'est vrai que investir sur d'autres continents, dans d'autres pays, sur de l'immobilier, ça peut être quand même, quand vous commencez à arriver sur un patrimoine relativement important, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Ça, encore une fois, ça apporte de la diversification. Vous pouvez diversifier les actifs, vous pouvez aussi diversifier les zones, et je pense qu'on peut pas mieux diversifier en termes d'investissement immobilier que d'aller investir dans un autre pays. Après, pas investir au Darfour, tu vois, mais c'est d'investir dans d'autres pays assez développés, qui ont en tout cas des voyants ouverts pour de l'immobilier. Il y en a un paquet. Ouais, il y en a plein quand même. Après, c'est souvent par exemple des pays où ça va être plus dur de faire de l'effet de levier, donc potentiellement tu vas devoir acheter cash là-bas. Par exemple les États-Unis. Oui, c'est de l'argent à placer en vrai. Mais ça peut être une solution. Est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement toujours arbitrer, tu sais, remettre en question toujours son patrimoine, ses biens, sa manière d'investir? Pas forcément.
Moi, je pense qu'il faut quand même questionner, ça c'est sûr, mais est-ce que forcément tu dois arriver à la conclusion que tu dois vendre? Pas nécessairement, tu peux très bien avoir des... J'avoue que nous, il y a quasiment aucun bien où là on se dit qu'on peut les vendre. Il y en a peut-être un, mais vu qu'ils se sont calmés, putain, je sais pas si on le vendra. Oui, c'est ça. En fait, ça va dépendre de... En fait, il faut voir un peu les raisons on a énumérées plus tôt. Mais si vos biens ne rentrent pas là-dedans, ou si à l'inverse, même si vous avez un peu de plus-value, même si vous avez commencé à amortir un peu le bien, vous avez un cash flow qui est très positif et qu'entre guillemets, le fait d'avoir un cash flow très positif, ça assoit la sécurité de votre parc. Parce qu'en fait, vous savez que quoi qu'il arrive, ce bien, il dégage tellement de cash flow qu'en fait, il vous couvre les potentiels problèmes que vous aurez sur les autres et puis vous avez une très forte rentabilité. Ça peut valoir le coup de le garder, surtout si votre rentabilité actuelle est toujours forte. Nous, ça peut nous arriver sur certains biens où pour l'instant on n'a pas des plus-values de fou et la rentabilité est très bonne, donc en fait on est là, vraiment il y a aucun intérêt de le vendre, parce que si on réinvestit pour l'instant on n'arrivera pas à faire mieux et on n'a pas assez amorti sur notre prêt pour que ce soit intéressant. Quelles seraient pour toi les erreurs un peu classiques si tu arbitres mal? Quels seraient les points que tu éviterais? Je pense se précipiter. Je sais pas, ça compte. Si. Tu vois, faire un mauvais pricing et se précipiter, tu vois. Tu sais, il y a toujours un peu est-ce que c'est un faux mot, je sais pas. Tu sais, la peur de pas vendre ou quoi. Oui. Alors que des fois, il faut être un peu patient, ou dès que quelqu'un va un peu trouver plein de défauts à votre bien, baisser son prix, alors qu'en fait, vous êtes quand même dans le marché. Enfin, tu vois, il y a ce genre de choses. Ne pas savoir bien vendre, en fait. Je sais pas comment dire. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a aussi le truc de, par exemple, avoir une localisation à fort potentiel et vendre trop tôt. Alors décider de vendre un truc trop tôt, tu veux dire? C'est ça. Alors que finalement ton bien était très bien placé, qu'il fallait être un petit peu plus patient. Je sais pas, exemple, t'es dans un quartier qui est en train d'être rénové par la mairie, par exemple, et ça c'est des trucs qui sont très longs, ça peut prendre 5 à 10 ans, tu vois. Et des fois t'es là en mode, vraiment, j'aurais attendu 3 ans de plus pour vendre mon bien, ils auraient refait la place juste devant, ils auraient nettoyé les 3 immeubles qui étaient squattés, et au final mon quartier il passait d'un quartier moyen moins à un quartier bien plus, tu vois. Donc ça peut être ce genre d'erreur moi que je vois. Oui, parce que par exemple, il y a des villes qui il faut renseigner auprès de la ville, mais je sais que nous on a une ville où on a pas mal de biens qui en fait met de l'argent chaque année et pour rénover la ville, et ça avance quartier par quartier. Et je crois que le nôtre, c'est celui de l'année prochaine ou un truc comme ça. En fait, forcément notre bien va prendre de la valeur, ce serait con de le vendre, alors que en fait la mairie va mettre des sous pour refaire les façades, refaire les rures, tu vois, remettre des trucs bien, quoi. Complètement. Après, il y a aussi, ça on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est surtout mal prévoir sa fiscalité. Et par exemple, estimer qu'on va retirer du cash de manière assez forte sur un bien, et finalement, si on retire la fiscalité qu'on va devoir prendre dessus, au final, à la fin des fins, vous serez un peu plus pauvre, parce qu'aujourd'hui, sur le papier, vous avez un patrimoine net qui est de temps, et en fait, si vous vendez, vous devez payer de la fiscalité, donc en fait, votre patrimoine net va baisser. Ça peut être un cas où ça peut être un signal de se dire, ok, ça pour l'instant, c'est pas tout de suite intéressant de le vendre. Et sinon, une fois que vous avez vendu, ça peut être surtout se précipiter, de vouloir aller sur un actif à la mode. Ou par exemple, c'est vrai que tout à l'heure, moi je parlais des cryptos, parce que vous l'aurez compris, surtout en ce moment, je suis très crypto, mais bon, voilà, si demain j'ai 1 million d'euros, là je les investis pas à l'instant T dans les cryptos, quoi. Je vais refaire un DCA, je vais essayer de diversifier un peu mes modes d'investissement là-dedans, et je vais surtout partir du principe que voilà, si je commence à FOMO parce que j'ai un capital important dans ces classes d'actifs, je risque de me reprendre un retour de bâton, et à la fin des fins d'avoir entre guillemets perdu de l'argent ou faire des grosses moins-values là-dedans, quoi. Et claquer sa thune, je pense. Pardon. Il faut se faire un petit peu plaisir, mais grosso modo, moi j'aime bien la règle des 20%, tu vois. Garder 20 et replacer 80? Ouais, c'est ça. Il y en a 20, tu les utilises pour un gros voyage, t'acheter une voiture ou te faire plaisir, et les 80 restants, tu les réinvestis. Je sais pas. Après, le fait de mal replacer cet argent, ça vaut aussi si t'as des liquidités tout court, tu vois, pas forcément d'un bien que t'as revendu ou quoi. Effectivement, ne faites pas des choses que vous maîtrisez pas, ou faites-vous accompagner, je sais pas. Tout à fait. Est-ce que t'as autre chose à dire sur le dégraissage IMO? Non, moi je trouve qu'on arrive un petit peu à la fin. Pour moi, ça permet vraiment d'optimiser son patrimoine, d'être plus stratégique sur la répartition de celui-ci, sur les biens que vous allez avoir. Tout le monde y est confronté quand même au bout d'un moment, je pense. Et je pense qu'on y est confronté plus vite qu'on ne le pense, parce qu'en réalité, il y a un peu, ça on avait parlé dans d'autres épisodes, mais c'est un peu le plafond de verre que tu peux avoir quand t'atteins grosso modo une dizaine de lots. En mode, la banque a un peu plus de mal à te suivre, t'es déjà un petit peu endetté, tu commences à avoir 10 lots, ça tourne, ça commence à te prendre du temps, et en même temps,
temps, t'as peut-être plus assez de cash pour faire d'autres opérations. En réalité, ça arrive plus vite qu'on pense de devoir arbitrer. D'ailleurs, nous, quand on a arbitré, je sais plus, on devait avoir même pas 15 lots, je pense, qu'on a fait notre premier arbitrage. Ouais. Donc, en réalité, ça va dépendre de pas mal de cas de figure. Et d'ailleurs, nous, on n'a pas trop réarbitré depuis, surtout parce que, entre guillemets, nos plus-values dans d'autres classes d'actifs nous ont permis d'avoir du cash pour continuer à faire de l'IMO. Peut-être qu'effectivement, on l'aurait pas eu. Exactement. On n'aurait pas eu ces autres sources de cash qui nous ont permis de continuer. En fait, on aurait été un peu bloqué et on aurait dû vendre d'autres biens déjà depuis 1 ou 2 ans. Là, on espère en vendre un là d'ici pas trop longtemps, si l'État veut bien. On a potentiellement eu des bonnes nouvelles hier sur notre problème de la dernière année. Je toucher du bois. Allumer un cierge pour nous et puis j'espère pouvoir vous annoncer enfin des bonnes nouvelles dans 2 ou 3 épisodes, on espère. Ouais, on espère. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. 99 5 étoiles sur Spotify. J'aimerais vraiment qu'on passe les 100, ça serait génial. Et si vous pouviez en même temps remonter un peu nos 5 étoiles sur Apple Podcasts qui font un petit peu la tête. C'est vrai. Ça serait top. Elles font un peu la tête. Les notes sont bonnes. Et d'ailleurs, merci à vous pour les commentaires. Qui a mis une mauvaise note? Je te l'avais dit, je te l'avais noté pour les prochains épisodes et tu as oublié. Il faut absolument qu'on lise un peu les commentaires qu'on a sur Apple Podcasts parce que vraiment ils sont excellents. Et on remercie en même temps les gens qui nous les ont mis. Oui. On se dit à la semaine prochaine. Merci à vous. À très bientôt. Ciao.